Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission des groupes ADP Talks. Aujourd'hui, on ne va pas juste vous parler de l'hospitalité au sens classique, on va vous parler de transformation des lieux. L'aéroport, autrefois vu comme un lieu de passage, se pense désormais comme un espace à vivre, un lieu d'expérience, d'image, de consommation et parfois même, vous allez le voir, d'événements. Et cette mutation, elle est en cours dans de nombreux autres secteurs, que ce soit l'hôtellerie, les centres commerciaux, les gares, mais aussi les campus d'entreprise. Alors comment est-ce que l'aérien peut tirer parti de ces mutations? On en parle tout de suite avec nos invités. Mathieu Daubert, bonjour. Bonjour. Vous incarnez vraiment la volonté du groupe ADP de penser l'aéroport plutôt comme un lieu de vie, pas seulement de transit. Vous êtes le directeur général adjoint en charge du retail, de l'hospitalité et de l'expérience client. Vous êtes vraiment à l'intersection en fait du commerce, du service et de l'émotionnel, puisque vous travaillez à faire des terminaux des espaces à haute valeur ajoutée relationnelle. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Vangelis Panayotis, vous disposez d'une vision internationale et chiffrée de la transition des comportements voyageurs. Vous êtes le président et CEO de MKG Consulting et du média professionnel Hospitality On. Vous êtes expert de l'industrie hôtelière, de la mobilité et des grandes tendances du tourisme et vous challengez les modèles établis pour pousser à une lecture plus lucide, plus prospective des attentes clients. Merci également d'être avec nous. Merci Julien. Et Pierre-François Lelouet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes un observateur pointu des mutations sociétales et culturelles et vous accompagnez des marques, des entreprises dans leur repositionnement stratégique. Vous êtes le président de Nelly Rodi. C'est un cabinet de conseil en innovation et en tendance et vous décryptez les signaux faibles, les nouvelles attentes des consommateurs, les imaginaires collectifs. On va en parler dans un instant pour essayer de les faire basculer. Merci beaucoup. Avant de débuter cette émission, je voudrais aussi saluer Luc Tesson, qui est ici avec nous, dessinateur qui va nous accompagner en fait tout au long de l'émission et nous proposer des croquis pour illustrer justement tous les propos que nous tiendrons ici sur scène. En tout cas, un grand merci à chacun d'entre vous. Alors peut-être pour commencer, j'aurais envie d'interroger ce que chacun met derrière ce mot hospitalité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et est-ce qu'il y a peut-être un exemple récent d'un endroit que vous avez pu voir, que vous avez pu découvrir et qui vous a interpellé et qui vous a peut-être donné des indications sur comment l'hospitalité est en train de changer aujourd'hui. Mathieu. Alors, sur l'hospitalité, pour revenir peut-être à une définition de base, c'est accueillir l'autre, l'étranger, chez soi. Et dans cette phrase-là, en fait, je pense que ça résume à peu près tout, parce qu'on voit vraiment les valeurs d'accueil, les valeurs de la relation à l'autre et l'ouverture au monde. Et puis aussi la notion de chez soi, donc de défendre son propre territoire, d'en être fier et de vouloir le partager avec autrui. Et après, pour parler d'un lieu, alors j'ai peut-être parlé de l'aéroport parce que bon, ça reste mon univers. J'ai récemment visité l'aéroport de Bangalore en Inde. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant sur son terminal 2. En permanence, ce qu'on essaye, c'est de créer des émotions, des chocs esthétiques, etc. Et donc, à chaque fois que j'en vois, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et dans le cas d'espèce, c'était vraiment le cas à Bangalore, sur l'entrée du terminal, la gestion de la zone publique, sur un moment qui n'est pas facile, puisque c'est le moment de l'enregistrement, des contrôles des bagages, des contrôles des passeports, donc qui est toujours un moment très stressant, très angoissant. Et là, je trouve qu'ils l'ont fait de manière vraiment remarquable, à la fois en termes de design, puisque le lieu est objectivement très beau, une vraie recherche esthétique, avec une vraie simplicité aussi, puisqu'ils travaillent sur des matériaux très simples, des habillages en bambou, une grande présence de végétal, des grandes structures végétales qui pendent au plafond. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui m'a vraiment interpellé et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que le design a une vocation esthétique, mais il a aussi une vocation fonctionnelle et très orientée autour du travail des émotions, avec cette volonté de voir dans quel état émotionnel est mon passager et quelle réponse je peux arriver à faire par le lieu. Et notamment, par exemple, juste avant le contrôle des bagages à main qui est
en général assez pénible en Inde. Ils ont fait un long couloir végétal avec des murs végétaux de part et d'autre, des petits bruits d'oiseaux, une chute d'eau au fond, et qui en fait est vraiment fait pour apaiser le passager, le mettre dans un état vraiment de zénitude avant d'affronter ce moment difficile. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment remarquable, justement pour arriver à travailler et accompagner le passager dans les différentes étapes de son parcours à l'aéroport. Merci beaucoup. Vangelis ? Oui, alors pour compléter ce que dit Mathieu, l'hospitalité, c'est d'une certaine façon la richesse du cœur, parce que vous allez y retrouver la sincérité, l'authenticité et de l'empathie. Peut-être une petite expérience aussi pour qu'on voit ce que ça peut donner. Je vais prendre l'hôtellerie, chacun son domaine, Mathieu. Et donc je suis arrivé dans un hôtel, je fais mon check-in, je vois que j'ai la voix un peu enrouée, et on m'amène très gentiment une petite tisane avec du miel. Je dis c'est adorable, c'est très bon. Qu'est-ce que c'est ? Je me renseigne 2-3 minutes. Je fais mon expérience et au moment du check-out, je revois cette même personne qui me dit « Je savais que vous alliez partir, je vous ai fait un petit sachet avec la préparation que je vous avais faite et voilà un petit pot de miel qui en fait est le miel du toit de l'hôtel et voilà, on est très content que vous gardiez ce souvenir. » Et ça, c'est mémorable. C'est quelque chose que money can't buy, comme on dit. Et donc, ça m'a vraiment marqué. Peu importe ce que j'ai vécu comme expérience matérielle, cette partie-là, elle a été mémorable et unique et elle allait au-delà de mes attentes. Et je pense que cette logique d'arriver à designer ce type d'expérience, à positionner au-delà du produit, mais les humains au cœur de cette étincelle d'empathie, je pense que c'est ça, cette petite magie qu'on met derrière l'hospitalité. Merci beaucoup. Alors l'hospitalité, oui, l'art d'accueillir, l'art de développer une relation entre un hôte et son invité. C'est important ce mot art que vous utilisez. Oui, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose de plus en plus sophistiqué. Et puis l'autre mot, on l'a dit, c'est aussi relation. Hein. Il s'agit de relations extrêmement humaines et donc de sentiments très humains et de développer une mémoire positive autour de cette expérience d'hospitalité devient un enjeu absolument majeur. Alors, s'il fallait choisir un lieu, moi je choisirais une épicerie à Los Angeles qui s'appelle Erewhon. C'est une chaîne d'épicerie, on a dit, et qui incarne absolument parfaitement, à la fois par son accueil, par son offre, par son design, le style de vie de Los Angeles absolument rêvé, avec une offre d'éditorialisation absolument folle, des collaborations avec des grandes marques ou aussi avec des influenceurs locaux, toute la famille Kardashian en particulier. Enfin, on voit bien qu'il y a en tous les cas une offre exceptionnelle, un lieu exceptionnel, une manière d'accueillir les clients absolument exceptionnelle, très incarnée sur un territoire. C'est un mot que Mathieu utilisait aussi tout à l'heure. Hein, chez soi, être fier de ce territoire, c'est quelque chose de très important. Et c'est un modèle qui pourrait être exporté dans d'autres villes, à condition que ça respecte justement les conditions locales. Sans doute, il y a déjà une dizaine de ces magasins aujourd'hui dans toute la Californie. Effectivement, c'est un concept qu'on peut dupliquer à condition d'être ancré dans les lieux dans lesquels on va s'installer. C'est aussi un lieu qui a une dimension instagrammable extrêmement forte, donc on voit bien que la résonance au-delà du lieu, au-delà de l'expérience sur les réseaux sociaux et la dimension de partage de l'expérience, elle est aujourd'hui partie intégrante de l'hospitalité. Alors ça peut paraître peut-être pas si évident pour ceux qui nous regardent, mais est-ce que honnêtement on peut procurer du plaisir est-ce qu'un aéroport peut procurer du plaisir aujourd'hui ? Alors clairement plus qu'avant. Alors, moi, j'y crois très fort. Enfin, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins. En fait, globalement, si on regarde la réalité d'un aéroport, c'est qu'en fait, c'est une succession de deux moments qui sont très différents. Le premier moment, c'est celui des contrôles, hein, donc, où on enchaîne les process, etc., où nos passagers sont très stressé même quand tout se passe bien et où là finalement l'enjeu c'est d'arriver à créer de la facilité, de la fluidité, etc. Mais on aura quand même un peu de mal à créer un vrai plaisir dans ces moments-là. En revanche, une fois qu'on a passé tous les contrôles, nos passagers réalisent qu'ils vont avoir leur avion de manière certaine, qu'ils ont du temps, parce qu'en moyenne nos passagers passent 2 heures dans les zones réservées des aéroports, et ça c'est une donnée très très stable dans le temps, ça fait plus de 20 ans que c'est pareil. Et pendant ces 2 heures, ce qu'on essaye de faire quotidiennement,
c'est finalement de se dire que le plaisir du voyage peut commencer dès l'aéroport et donc de construire cette zone-là un peu comme des nouveaux lieux d'hospitalité qui commencent après les contrôles, qui se terminent juste avant d'embarquer, dans lequel on insuffle à la fois du beau en travaillant avec des designers pour faire plus des lobbies d'hôtel en fait que des salles d'attente classiques d'aéroport. Dans lequel on travaille beaucoup autour de l'expérience et dans lequel on travaille beaucoup avec nos équipes sur le terrain pour avoir, ce que disait Pierre-François, des vrais moments d'interaction humaine. Et ça peut être générateur de plaisir, d'émotion, etc. Donc oui, pour répondre à la question, je pense que c'est possible. Oui, bien sûr, pourquoi pas. J'aime bien ce principe de demande frustrée, c'est-à-dire une demande qu'on ne voit pas, qui ne s'exprime pas, parce qu'il n'y a pas l'offre qui est en face. Donc il faut parfois avoir un peu d'audace, oser, comprendre, anticiper ce que vont être les attentes des passagers ou des clients, et mettre en place une offre qui soit attractive et désirable. Et là, on va voir qu'au fur et à mesure, les gens vont se fidéliser, vont apprécier. On peut se tromper, ça arrive, mais il n'y a aucune raison que ça soit moins possible dans un aéroport, dans un centre commercial, dans un hôtel ou ailleurs. Il faut se différencier, créer cet écosystème qui va proposer, qui va avoir une proposition de valeur un peu unique, un peu différenciante, et elle trouvera son public si elle est bien faite. Oui, et puis ces dernières années, on a déjà vu cette offre constamment évoluer, s'enrichir considérablement. On a l'occasion, bien sûr, de découvrir des nouveaux produits, des expériences de bien-être, des expériences culturelles parfois. Donc l'enrichissement de la proposition de services ou de produits que l'on peut avoir dans un aéroport fait que finalement, dans ce petit moment privilégié, cette bulle entre le moment où on a passé les contrôles et avant de rentrer dans son avion, on a beaucoup de choses possibles. Et dans des endroits, dans des lieux qui sont aussi de nature très différente. Et il faut saluer tout ce travail-là de transformation considérable d'Aéroports de Paris ces dernières années, où on voit bien que à la fois l'évolution des attentes du public, vous le disiez, ont été très importantes, mais il y a eu aussi un accompagnement, une montée en gamme parfois, une diversification des expériences qui a accompagné justement cette population extrêmement mouvante. Et on vit dans un momentum qui est particulier. C'est vrai qu'on est passé d'une génération un peu baby-boomer où, pour reprendre un grand philosophe moderne, Jacques Ségala, qui disait « si vous n'avez pas votre Rolex à 50 ans, ça c'est 50, 40, vous avez raté votre vie ». Pareil pour la maison de campagne, la berline allemande. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils ont envie de vivre, c'est des expériences, c'est des choses qui vont les enrichir à titre personnel, dans un moment présent. Et on vit ce point de bascule. On être capable d'aller designer des expériences, c'est profondément répondre à ce que sont les attentes des 20 et 30 prochaines années de l'ensemble de la population. Oui, et puis le voyage en lui-même est devenu quelque chose effectivement de beaucoup plus important que par le passé. Et cette première ou cette deuxième étape qu'est l'arrivée dans l'aéroport est devenue quelque chose que l'on doit magnifier en fait, parce que c'est souvent l'expérience d'une vie, un voyage. Alors vous parlez de l'arrivée dans l'aéroport, mais en fait l'expérience du voyageur commence même avant ça, avant d'aller à l'aéroport. C'est la logique de l'expérience étendue. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet, un petit peu la stratégie que vous avez chez Groupe ADP pour développer cette hospitalité à travers des boutiques digitales, notamment Extime. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est un petit peu comme un club, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Alors, en fait, Extime, c'est une marque qu'on a créée pour incarner les savoir-faire du groupe ADP en termes d'hospitalité, et notamment pour marquer ce moment très particulier dont je parlais tout à l'heure, qui est celui après les contrôles et avant l'embarquement. Avec cette idée, en fait, de créer une espèce de collection d'hôtels dans lequel on ne dort pas, mais dans lequel on vit toute une série d'expériences, dans lequel on ressent des émotions. Et un peu comme une chaîne d'hôtels, effectivement, se dire que on soutient, on construit un écosystème digital avec un programme de fidélité, une marketplace, extime.com, et qui a pour vocation, en fait, pour nous, de nous permettre d'interagir avec nos passagers en amont de leur arrivée à l'aéroport. Alors, c'est un point très important parce que ce qu'on voit depuis une quinzaine d'années, c'est une évolution très majeure du comportement de nos passagers
qui maintenant préparent beaucoup plus leur arrivée à l'aéroport. Donc on a des études qui disent que 80% de nos passagers préparent ce qu'ils vont faire à l'aéroport en amont. Ça peut être quoi, par exemple? L'enregistrement, évidemment, mais... Ça peut être la réservation d'un service comme à Lounge, ça peut être préparer une expérience de shopping, ça peut être préparer une expérience de divertissement, etc. Donc penser quelque part ce moment, enfin, comme quand on réserve une expérience dans un voyage, se dire qu'on le fait aussi à l'aéroport. Et ça, du coup, ça pose la question de comment est-ce qu'on arrive à interagir avec nos passagers pour les aider en fait à construire le programme de leur visite, l'optimiser. Le scénario le pire pour nous, c'est un passager qui arrive hyper à la bourre à l'aéroport parce qu'en fait, à la fois, il va être hyper stressé de rater son avion et ce qu'il va vivre de l'aéroport, c'est uniquement les moments de contrôle en se disant à tout moment que c'est très compliqué. Et donc en interagissant avec eux en amont, on peut à l'inverse leur dire que ça vaut le coup de passer plus de temps chez nous et leur expliquer pourquoi et dire que c'est pas uniquement pour être un peu plus zen dans le passage des contrôles, mais c'est aussi parce qu'il y a ce moment de plaisir et d'expérience et donc leur montrer en fait toute la panoplie de ce qu'on offre et d'arriver à avoir des propositions les plus ciblées possibles par rapport à qui ils sont. Alors, ça, c'est Extime, c'est donc une marque que vous avez créée, mais vous avez aussi racheté un groupe qui s'appelle Paris Experience Group. Et concrètement, c'est aussi ça qui vous permet d'être en relation avec les passagers avant qu'ils arrivent à l'aéroport, ou en tout cas de commencer à interagir avec eux. Oui, alors, Paris Experience Group, c'est le leader de l'expérience touristique à Paris. Donc, le leader en termes de visite de grands monuments, la Tour Eiffel, le Louvre, le Château de Versailles, etc., mais aussi sur la Seine. Puisqu'ils ont une douzaine de bateaux. Ce qui nous intéresse en fait dans l'acquisition de Paris Experience Group, c'est de pouvoir offrir à nos passagers une expérience extrême qui ne se passe pas uniquement à l'aéroport, mais qui se passe à la fois dans Paris et à l'aéroport, avec un certain nombre de marqueurs communs, des valeurs qui sont communes, et une garantie aussi d'une qualité d'expérience, etc. Et donc, en faisant ça, on augmente notre proposition de valeur et on peut aussi interagir plus tôt avec nos passagers. Et typiquement, quand on aura un touriste étranger, un Américain qui vient à Paris et qui voudra réserver une visite à la Tour Eiffel, ça sera pour nous le point de départ pour après en fait construire une histoire plus longue et qui se prolongera jusqu'à son séjour à l'aéroport avant de repartir chez lui. Alors, il y a un gros enjeu aussi, évidemment, dans les aéroports, mais partout ailleurs, dans tous les autres secteurs aussi, c'est la fluidité. À propos des aéroports, vous avez vraiment identifié le problème des personnes qui sont en correspondance. C'est vraiment quelque chose que vous avez dû adresser, vous assurer que vous puissiez leur apporter d'autres services. Pourquoi c'est si important de cibler les gens qui sont en transit, qui sont en correspondance ? Alors, la correspondance est essentielle pour un aéroport comme Charles de Gaulle, qui est un grand hub international. C'est essentiel parce que c'est un enjeu qu'on partage totalement avec Air France et où nos destins sont complètement liés. Mais on a une espèce de concurrence féroce entre les grands hubs internationaux de correspondance. Une concurrence avec d'autres aéroports européens comme Francfort, comme Schiphol à Amsterdam, mais aussi et surtout avec les grands aéroports du Golfe. Donc Dubaï, Doha et puis Istanbul en Turquie. Et cette concurrence en fait se joue effectivement dans la vente de la correspondance, mais elle a aussi beaucoup d'effets collatéraux, notamment sur l'attractivité et la compétitivité en termes de tourisme. Parce que la correspondance, c'est ça qui permet de remplir les vols. Et donc c'est ça qui permet aussi de développer la connectivité et d'augmenter la connectivité de Paris au monde. Et d'ailleurs, on le voit quand on regarde les évolutions, un aéroport qui est très bon en correspondance se développe aussi beaucoup en tourisme, et les deux sont très liés. Donc pour nous, c'est essentiel d'avoir un hub de correspondance qui est puissant. Et voilà, c'est quelque chose auquel on s'attache énormément avec Air France et où on doit arriver à travailler effectivement un hub qui se différencie de nos concurrents. À la fois en termes de fluidité, de facilité, donc on va dire les grands basiques de l'aéroport,
En termes d'expérience, on en a parlé, et notamment montrer l'expérience France. On a tellement de belles choses dans le pays qu'on doit, enfin, en les incarnant à l'aéroport, on a quand même quelque chose qui peut être très différent de ce qui se passe dans les autres aéroports. Et puis aussi montrer nos différences en termes de durabilité, qui est un enjeu aujourd'hui essentiel dans le transport aérien. Quand on vous entend parler, on imagine aussi que c'est pas forcément évident de trouver le juste équilibre entre apporter de la beauté, par exemple, mais s'assurer que les usages continuent à être fluides, cohérents. Donc on imagine qu'il y a beaucoup voilà, que vous y réfléchissez de manière holistique. Je voudrais savoir comment vous voyez les choses justement sur cette idée d'une expérience peut-être étendue, s'occuper du voyageur avant qu'il arrive, pendant et après. Pourquoi c'est si important ? Peut-être parce que c'est une attente justement de ses clients, de ses consommateurs, et que cette attente, on le disait tout à l'heure, elle évolue, elle se complexifie et elle doit s'incarner dans des lieux qui sont de plus en plus singuliers, et que c'est de plus en plus compliqué parce qu'il faut à la fois maintenir une excellence opérationnelle extrêmement forte en s'appuyant sur des sujets techniques, sur une optimisation des flux qui doit être constante et sur une régularité de ces opérations qui est absolument essentielle. Et en même temps, c'est dans ces nouveaux lieux de distribution, d'hospitalité, etc., on doit développer, comme on le disait, une culture de marque, une vision créative du design, une expérience, elle aussi, extrêmement singulière, et qui se complexifie elle-même, parce qu'elle devient de plus en plus culturelle, de plus en plus divertissante, de plus en plus communautaire également. Et c'est vrai que Groupe ADP, on le voit bien, touche à pas mal de ces touches de ce piano, entre Paris Musée d'un côté, entre une expérience shopping qui se développe beaucoup, entre ces nouveaux lobbies dont on parlait tout à l'heure, qui sont des lieux de repos assez étonnants et de plus en plus singuliers. On voit bien que l'expérience devient de plus en plus complexe et qu'elle monte aussi en gamme de plus en plus. Oui, on parle beaucoup maintenant d'individualiser la proposition de service. C'est pas que une coquetterie. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que finalement l'individu s'est remis au centre de l'expérience. C'est-à-dire qu'avant, on avait des gens il y a 30 ans qui étaient business et donc ils voyageaient dans le cadre des affaires. Ils étaient en costume cravate et ils avaient tous les stéréotypes de ce comportement. Et à l'inverse, ils étaient en tongs t-shirt avec les enfants. Là. Maintenant, tout ça a changé. Vous pouvez au sein d'une même heure avoir une conférence call à faire, puis avoir envie de vous détendre et faire du shopping pour amener quelque chose à votre femme, etc. Et tout ça au sein du même espace. Donc c'est plus du lundi au vendredi si vous êtes affaires, c'est plus week-end si vous êtes loisirs. C'est plus brouillé, quoi. Et voilà. Et donc là maintenant, il faut être capable d'offrir cette hybridation et de comprendre que le client, par son individualité, s'est remis au centre de l'échiquier et de l'expérience et qu'il a des vraies attentes. Et je vous disais que c'était pas une coquetterie. Dans le cadre des Jeux Olympiques, il y a eu un travail exceptionnel qui a été fait, qui était d'amener pour les athlètes paralympiques leurs chaises au moment où ils descendent de l'avion. Et on comprend pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'en fait, les chaises standardisées ne sont pas forcément adaptées. Ils ont chacun un réglage qui est très spécifique. Et donc d'arriver à designer cette chaîne logistique pour venir proposer cette expérience, c'est effectivement extrêmement unique et complexe. Et pour terminer, on a tous un cerveau, et ce cerveau, c'est une machine extraordinaire à fantasme. Et donc quand vous fantasmez votre voyage de demain pour aller prendre l'avion, est-ce que vous fantasmez que ça va être compliqué, que les transports vont être longs, qu'arriver sur place vous allez perdre du temps et que donc il faut bien doser le moment où vous allez partir, ou est-ce que maintenant, de plus en plus, vous allez fantasmer que c'est une expérience sympathique, qu'il faut que je prenne le temps de partir plus tôt parce que je vais avoir réellement des moments intéressants à vivre à l'aéroport. Et donc nous, on doit travailler collectivement à designer cette expérience et faire en sorte que quand nos cerveaux fantasment, ils fantasment quelque chose de positif dans lequel ils ont envie de se projeter. Alors, je voudrais aussi revenir sur une notion qu'on a évoquée tout à l'heure, que vous avez développée, qui est l'inattendu, le pouvoir de l'inattendu sur les passagers. Pourquoi c'est si important pour les aéroports d'essayer justement d'être dans cette singularité et d'essayer d'impressionner d'impressionner les passagers? Julia, si je vous demande de me donner les 3 moments les plus importants de votre vie, vous n'allez pas me dire l'achat de votre voiture, votre montre, ou vous allez me parler, je sais pas, la naissance d'un enfant. J'allais dire la naissance de mes 3 enfants.
Bon, ouais. Voilà. Donc, évidemment, on retient des mémoires. Enfin, entre guillemets, ce qui est très fort comme marqueur, c'est cet élément de mémoire. Donc, d'arriver à créer et designer des expériences qui sont mémorables, c'est ce qu'on a de plus puissant. Et qu'est-ce qui va permettre de retenir votre attention et de devenir mémorable? C'est quand vous allez avoir quelque chose auquel vous vous attendez pas. Ça peut être positif ou négatif. D'ailleurs, on se rappelle très bien des deux cas de figure. Mais si vous arrivez à créer une expérience mémorable qui est positive, vous êtes au cœur de ce qui va marquer au fer rouge l'esprit des gens, et ils vont s'en rappeler tout le temps, ils vont en parler positivement. Si possible, s'épancher sur les réseaux sociaux positivement aussi, ça fait une belle caisse de résonance. Et donc tout ce métier de l'hospitalité, comme on l'a rappelé ensemble au début, c'est vraiment cette capacité à connecter les cœurs, à connecter l'empathie et à mettre toute cette chaîne de valeur, de partenaires dans le retail, dans la restauration, disponible pour qu'il n'y ait pas de rupture dans cette chaîne d'expérience, et puis créer cette expérience mémorable. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure cette hybridation. Jusqu'où on peut aller dans l'hybridation? On voit d'ailleurs que ce n'est pas que dans les aéroports, c'est aussi dans d'autres secteurs. On le voit avec les Galeries Lafayette qui deviennent un peu un espace culturel, ou encore la Bourse de commerce qui va mêler luxe et art. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, vous avez parlé notamment d'un musée, je ne sais plus si c'était à Charles de Gaulle ou Orly, mais Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans cette hybridation? Est-ce que tout est permis finalement? Non, l'hybridation, c'est pas le bazar. Donc, c'est une juste ligne à connaître aussi. Évidemment, évidemment. Donc c'est vrai qu'il faut. L'enjeu, c'est bien sûr avant tout la marque. C'est le message, c'est le concept. Quelle est la colonne vertébrale des messages que l'on a envie de faire passer à ses clients le temps de leur passage dans un aéroport? Et cette réflexion-là, on ne peut évidemment pas s'en abstenir, mais une fois qu'elle est définie, on peut la décliner. Et on sait, encore une fois, que la dimension du divertissement et la dimension culturelle sont deux aspects qui sont extrêmement forts aujourd'hui du côté des attentes des clients. Donc, et on a la chance d'avoir à Paris sans doute une des villes les plus culture du monde, entre guillemets, avec notre collection d'hôtels, de musées absolument incroyable, et avec une expérience de vie la ville respire la culture. Il suffit de se balader et de sortir de chez soi. Et sur cette question, comment est-ce que vous abordez les choses? D'abord, je partage effectivement le constat de se dire que si on arrive à créer l'émotion de la surprise et une surprise positive, on aura gagné. Donc nous, on essaye d'y travailler beaucoup pour effectivement créer des choses inattendues. Et comment vous faites pour pas aller trop loin, par exemple? Est-ce qu'on décide il faut connaître les besoins, j'imagine, des gens, mais peut-être pas, justement, comme vous le disiez, se retrouver dans un bazar où finalement on ne sait plus où on est et qui correspond plus à l'image que vous souhaitez véhiculer? Non, ça doit toujours rester très juste par rapport à qui on est. Par rapport au moment que vivent nos passagers. Je vais vous prendre un exemple qui est celui de l'espace musée, donc qui est un lieu culturel qu'on a créé avec une exposition tous les 6 mois, qu'on fait avec des grandes institutions culturelles. Donc on a fait des expositions autour de Rodin, de Picasso, etc. Quand on a construit cette chose-là, alors c'est très inattendu par nos passagers, parce que même s'il y a beaucoup d'attentes de culture, la réalité de la culture à l'aéroport est encore peu présente. Mais après, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'on doit à la fois comprendre qu'on est dans un aéroport, donc nos expositions doivent se faire en 10-15 minutes maximum, parce que le temps reste compté. Et on ne peut pas avoir un cas d'un passager qui est passionné par l'exposition et qui finit loupe par son rater avion. son avion. Donc on travaille beaucoup en fait sur ce temps et s'assurer en fait qu'on a à la fois un vrai moment de plaisir, mais qui reste assez fugace par rapport au timing de l'embarquement, etc. Et puis on le fait aussi par rapport à qui on est, donc Paris Aéroport, donc la mise en avant de Paris, donc un vrai travail autour des différentes institutions culturelles parisiennes, des grands artistes français qui ont vécu à Paris. Et donc c'est ça qu'on doit incarner et pas autre chose.
Oui, on a une chance extraordinaire que la France, ça soit une image de marque. On nous reconnaît de la gastronomie, on nous reconnaît des savoir-être, des savoir-vivre, on nous reconnaît la qualité dans le vin, on nous reconnaît l'artisanat. Voilà, donc on a beaucoup de choses sur lesquelles on doit capitaliser. Et il ne faut pas essayer de ressembler à d'autres, parce qu'on ne sera jamais plus authentique que les autres, soit les Américains ou des Asiatiques. En France, on a quelque chose d'unique à proposer et sur lequel je pense qu'il faut qu'on capitalise, y compris quand l'aéroport, en réalité, c'est le premier contact et le dernier contact avec l'expérience du tourisme en France. Donc il y a une vraie attente bon, on dit qu'on est le premier pays touristique au monde, c'est probablement plutôt vrai, mais l'aéroport a un vrai rôle à jouer par rapport à ça et à faire vivre ce que c'est une expérience à la française. Et puis Mathieu, il faudra peut-être l'exporter un jour dans d'autres aéroports, peut-être. Et vous disiez d'ailleurs que ça nous donne une longueur d'avance, cette culture française, cette attente, cet imaginaire que les gens, qui est réel aussi, hein, mais que les gens ont quand ils arrivent à Paris, c'est plutôt une bonne chose ou... Oui, mais ça nous oblige à être à la hauteur de cette promesse. Hein. C'est sûr que si les gens viennent et se disent en France on mange très bien, il y a une super gastronomie, et puis qu'ils arrivent et ils mangent des trucs pas très terribles ou autres, ils vont être déçus. Et là, on sait qu'à l'inverse, ça peut être un moteur qui est assez puissant, mais plutôt négatif. Donc on a une chance d'avoir dans le fantasme dont on parlait tout à l'heure quelque chose de positif. Il faut qu'on réponde à ces attentes et ça nous oblige à bien nous coordonner pour arriver à être à la hauteur de la promesse et c'est ce qui fait qu'on est plutôt unique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut paraître cliché, mais ça se vérifie. Vous avez parlé de la France et de la gastronomie, mais vous avez aussi parlé de l'aéroport de Singapour en disant, finalement, si on arrive à Singapour et qu'on a une expérience digitale qui est pas bonne, parce qu'on arrive avec cette idée que Singapour et l'Asie sont peut-être des pays qui développent beaucoup plus l'électronique, ça peut créer une dissonance, une expérience désagréable. Alors, encore une fois, ça peut paraître cliché, mais c'est réel. C'est-à-dire que notre imaginaire, il faut le prendre en compte, notre imaginaire culturel. Oui, alors ce qui est aussi intéressant, c'est que les étrangers n'ont pas tous la même perception de Paris. Donc ce mot de justesse qui a été utilisé tout à l'heure par Mathieu, il est effectivement tout à fait approprié. C'est voir ce qu'il y a en commun, comprendre les différences parfois, et puis surtout donner une image du Paris d'aujourd'hui, enfin du voyage d'aujourd'hui, de la vie contemporaine. Comment est-ce qu'on arrive à faire vivre tout cela dans un lieu? Ça doit faire partie effectivement des enjeux importants du groupe ADP à Paris. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Mathieu, d'une compétition féroce avec d'autres aéroports internationaux. Il s'avère que l'aéroport Charles de Gaulle est très bien classé par le classement Skytrax. Qu'est-ce qui aujourd'hui, quels sont les points sur lesquels vous avez besoin de travailler? Qu'est-ce que vous avez identifié encore comme point d'amélioration par rapport à ce que vous voyez ailleurs, par rapport à ce qui se développe? En fait, alors effectivement, on a beaucoup progressé dans le classement Skytrax pour rejoindre le top 10 mondial et être depuis 4 années maintenant le meilleur aéroport en Europe. Le numéro 1 en Europe. Ouais, numéro 1 en Europe. Ce qui est très bien aussi, c'est que Air France fait la même chose sur le classement des compagnies aériennes. Et s'est installé aussi de manière durable dans le top 10 et avec le meilleur classement des compagnies d'Europe de l'Ouest. Donc, et ça, le binôme reste essentiel parce que de toute façon, enfin, ce que je disais tout à l'heure, nos destins sont liés et on ne réussira qu'ensemble. Alors, dans les points qu'on doit continuer à travailler, il y en a quelques-uns. Un des premiers points importants et qui est très lié en fait à la configuration unique de Charles de Gaulle, qui est en fait un très grand hub mais composé de petits terminaux. Alors ça c'est très bien parce que du coup il y a peu de distance à parcourir, les temps de marche sont courts, etc. Mais en revanche la complexité quand on est en correspondance, c'est qu'il faut arriver à relier les différents terminaux. Et jusqu'à présent, on essayait plutôt de se mettre dans une configuration où tous les terminaux étaient liés les uns aux autres. Et puis aussi avec un nombre important de terminaux, donc une question sur comment on arrive à bien orienter les passagers avec cette multiplicité en fait de combinatoires. Et donc dans les grandes évolutions qu'on est en train de réfléchir, et ça c'est une évolution très très majeure des années à venir à Charles de Gaulle, c'est de changer de paradigme sur la correspondance en disant qu'on passe d'un paradigme où tous les terminaux doivent être reliés entre eux pour aller dans un paradigme où les terminaux sont tous reliés à un train, une espèce de métro en fait qui les relie les uns aux autres,
qui va apporter du coup une grande simplicité en fait dans nos parcours. Et puis on va également réfléchir à changer la dénomination de nos terminaux pour simplifier fortement ça dans les quelques années qui viennent. Et ces deux éléments vont être totalement clés. L'autre point pour moi qui est vraiment clé, c'est la question de la liaison à la ville. Et notamment sur les transports publics. Charles de Gaulle, historiquement, est assez peu connecté à Paris, avec uniquement le RER B, mais qui a une double vocation d'être aussi un transport du quotidien pour de très nombreux voyageurs. Et qui a sa réputation qui est celle qu'elle est, c'est-à-dire que c'est compliqué, la ligne B. Pas toujours la meilleure expérience. On est d'accord. En termes d'expérience, là, effectivement, c'est bien d'avoir aléatoire. des améliorations. C'est bien. Et voilà, et Non, mais comme il y a d'autres projets le voyage commence dès le domicile, Ouais. la question de la liaison entre Paris et l'aéroport est totalement clé. Et Charles avec de Gaulle l'arrivée Express. du Charles de Gaulle Express, puis de la ligne 17, on va avoir un changement totalement majeur. Alors qu'on a pu constater cette année à Orly avec l'arrivée de la ligne 14, qui a changé radicalement l'expérience de nombreux voyageurs quand ils viennent à Orly et qu'on voit effectivement quotidiennement dans les commentaires de nos passagers qui disent que ça a totalement changé leur relation à l'aéroport. Rien à voir, effectivement. Et la ligne 14 qui fête ses 1 an, d'ailleurs, je crois, jour pour jour. Très bien. Alors, vous parliez des terminaux. Parlons du terminal 1. C'est celui qui a la meilleure performance, celui qui progresse aussi le plus vite. Vous avez un chiffre d'affaires par passager, un panier moyen par passager de, je crois que c'est 88 €. Oui, absolument. C'est record. C'est plus que Doha, Dubaï, Singapour et Séoul. Alors, c'est quasiment 2 fois plus. 2 fois plus. Donc, ce qui est effectivement très, très élevé. C'est aussi l'aéroport qui, chez nous, a les meilleurs résultats en termes de qualité de service dans les différentes enquêtes qu'on peut faire et de très, très loin. Donc, on voit qu'on a réussi à créer sur ce terminal vraiment quelque chose de très vertueux. Puisque l'expérience est là et la performance économique est là, et en ayant aussi cette performance économique très élevée, c'est ça qui nous permet d'investir aussi pour continuer perpétuellement à renforcer l'expérience, l'améliorer, etc. Donc voilà, et c'est en fait le premier terminal dans lequel on a mis en place le projet X-Time dont je parlais tout à l'heure. Donc avec un design de lieu qui a été fait par 2 designers, donc Hugo Taureau et Maxime Lyotta, qui sont des designers qui travaillent dans l'univers de l'hospitalité et qui ont fait un travail absolument remarquable de réinterprétation en fait d'un imaginaire parisien. Un gros travail sur le service, un gros travail sur les partenariats avec les marques, où toutes les plus grandes maisons françaises de la mode, de la beauté, de la gastronomie sont présentes. Il y a des présences de grands chefs, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment l'incarnation de la France et on voit que ça marche et que nos passagers en fait l'apprécient particulièrement. Sur cette question, c'est pourquoi les gens achètent à l'aéroport, dans certains aéroports et pas d'autres. C'est encore une fois, c'est cet imaginaire, c'est cette expérience, c'est le tout. Alors, je pense qu'il y a une raison un peu technique et la décompression. On a un peu envie de retrouver ce plaisir qu'on fait du shopping notamment. On est aussi captif d'une certaine façon, hein. On ne va pas aller ailleurs, on a son vol à prendre, donc on est là, on est sur place. Et après, il faut que la magie opère, il faut se laisser séduire. Et donc, on a du temps, on parlait tout à l'heure de la préparation des voyages. Et donc, on a toujours parfois quelqu'un à la maison qui dit « Tiens, tu voyages, ramène-moi ci, ramène-moi ça ». Donc, ça fait partie. Et puis après, il faut se laisser séduire par la proposition de valeur, parce que les marques vont mettre en avant. Et là, on a quand même un cocktail qui peut être positif. Et il y a aussi je pense, une absolue nécessité. On parle de l'expérience, mais pour rebondir sur le volet économique, il faut diversifier les sources de revenus. Aujourd'hui, il faut démultiplier parce qu'on a des éléments cycliques. Hein, donc, il ne faut pas être sur une jambe ou deux. Il faut essayer d'en avoir plusieurs. Et ce côté d'expérience retail ou même d'expérience tout court, elle va venir renforcer un nouveau pilier économique qui va permettre de pérenniser l'activité, les investissements lourds que tout ça représente, et puis de garder, on l'espère, en tout cas, une position dans le peloton de tête.
Il y a vraiment des nouvelles métriques de l'attractivité. On a parlé du panier moyen, il y a aussi les stories Instagram, c'en est une autre. Oui, parce qu'Instagram, c'est une mesure de la désirabilité des marques aujourd'hui. C'est la dimension communautaire de l'hospitalité, du partage d'expériences. Elle est devenue aujourd'hui une évidence. Donc ça va avec ce côté divertissement aussi qui s'amplifie. Et puis ça va aussi avec ce voyage de groupe, ce voyage familial, cette volonté de construire des souvenirs, de les partager, de construire des souvenirs mémorables, comme mon voisin le disait tout à l'heure. Oui, donc la dimension réseaux sociaux, elle est là, elle est bien là, elle est incontournable. Et pas uniquement les réseaux sociaux occidentaux, évidemment, mais il faut aussi penser à tout l'écosystème chinois, asiatique, de manière plus générale. On va devoir évidemment aller plus loin, inventer d'autres KPI. Le fait d'avoir la régularité, le fait de voir que l'aéroport est vraiment choisi comme un hub de transport. Alors c'est très complexe à obtenir, mais de plus en plus, maintenant, on essaie de voir le côté repeat business. Et donc comment on peut vraiment créer cette connexion forte et puissante avec la communauté. Donc il faut déjà l'agréger, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une marque qui catalyse un peu tout ça. Et ensuite, il faut l'animer et constamment être à la hauteur de la promesse. C'est comme dans toute chose. Si on vous fait une promesse, vous êtes très déçu si on la remplit pas. Et ce qui est parfois un peu dommage, c'est qu'on s'habitue. Après, aux bonnes promesses, ça devient un standard. Et donc, il va falloir réélever encore après sa promesse. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans nos échanges préliminaires, c'est cette régularité qu'il faut avoir dans l'hospitalité. C'est-à-dire que l'expérience client ou du passager doit être bonne nuit comme jour et à chaque instant finalement de la journée, chaque jour de l'année. Alors, je crois que c'est assez inhérent en fait à toutes les activités d'hospitalité. La complexité de l'aéroport, c'est que c'est effectivement très surdimensionné parce que on doit accueillir des millions de passagers. Il y a beaucoup de variables. De nationalités extrêmement différentes, qui ont chacun leurs propres besoins, leurs propres attentes, avec des aléas qui sont quotidiens. Et gérer les aléas fait vraiment partie de notre ADN, et d'arriver à trouver les solutions qui permettent que ça fonctionne. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on accueille 100 millions de passagers par an, 7 jours sur 7, de partout dans le monde, si on veut être bon en hospitalité, il faut vraiment qu'on le soit pour chacun des passagers, sur chaque étape du parcours et tous les jours de la semaine. Bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Je voulais vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre disponibilité, pour votre bonne humeur. On retiendra peut-être qu'un aéroport peut être bien plus qu'un lieu de transit. C'est un lieu où on vit des choses humaines, des relations humaines fortes, des expériences. Elle peut devenir une vitrine culturelle, un terrain de jeu pour les marques, mais aussi une plateforme de service, un univers à part entière. Je vous remercie tous vraiment très chaleureusement. Merci à vous ici sur scène et merci à nos téléspectateurs d'avoir suivi. À très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup.